Au sommaire de ce JT, un radiologue interventionnel et un portrait de manip. Portrait de manip, aujourd'hui je suis en duplex avec Alfredo Cantarina. Alfredo Cantarina, vous vous présentez comme manipulateur expert en scanner. Alors est-ce que c'est une tendance? Est-ce que les manipulateurs vont être de plus en plus experts ou pas? Alors oui, d'une certaine forme, les manipulateurs vont être de plus en plus experts, ils le sont déjà aussi aujourd'hui, mais le fonctionnement d'un service de radiologie exige une certaine polyvalence. Donc la majorité des manipulateurs vont travailler sur toutes les machines et ils seront soutenus, si je puis dire, par des manipulateurs experts qui, eux, auront développé certaines compétences plus importantes sur certaines spécialités, le scanner, l'IRM ou l'interventionnel. Alors en parlant du scanner par exemple, quelles sont les compétences spécifiques d'un manipulateur expert? Alors, je dirais qu'il y a en gros trois axes, qui est le vécu, une connaissance du service où on travaille des médecins et avoir une certaine connaissance de la radiologie en général. Il faut avoir cette curiosité envers la machine pour avoir un savoir-faire, on va dire, plus développé lorsqu'on veut atteindre certains objectifs en termes de réduction de dose, diminution du produit de contraste injecté. C'est surtout un ensemble, un panel de connaissances qui s'acquiert avec le temps et bien sûr le désir d'évoluer de la part du manipulateur expert. Alors on est bien d'accord, manipulateur expert, c'est pas un diplôme, hein, c'est simplement une expertise qu'on a développée. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas de reconnaissance vraiment, on va dire, officielle. Tous mes collègues manipulateurs en France qui sont… Le terme qui vient régulièrement dans les services, c'est le manipulateur référent. Donc, c'est le référent pour les collègues quand ils ont besoin d'une information supplémentaire. C'est le référent pour les médecins radiologues lorsqu'ils ont besoin d'une information ou d'un lien technique qu'ils ne maîtrisent pas vis-à-vis de la machine. Et c'est aussi un interlocuteur privilégié pour le constructeur qui a vendu la machine. Et ce manipulateur référent fait un peu ce lien en fait entre le constructeur, les informations que le constructeur peut donner, les améliorations qu'il peut amener au fur et à mesure des années pendant lesquelles on utilise la machine. Les médecins, quand parfois ils veulent mettre des protocoles au point, faire de la recherche, et donc les collègues, bien sûr, qu'on accompagne et qu'on forme avec nos propres connaissances qu'on a acquises auprès du constructeur et des radiologues. Ce que je voulais juste rajouter, c'était qu'en fait, dans ce manipulateur expert, il faudrait se rapprocher de ce qu'on appelle l'examen artisanal pour le patient. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de production industrielle dans l'imagerie, alors que chaque patient devrait avoir un examen qui relève de l'œuvre artisanale. Merci Alfredo, on a mieux compris ce qu'était qu'un manipulateur expert ou référent. À très bientôt dans le JT de la radiologie. Aujourd'hui, avec le docteur Julien Frandon, on va parler de préconditionnement ischémique. C'est un protocole de recherche de radiologie interventionnelle oncologique. Bonjour Julien Frandon. Donc, merci de m'inviter et de me permettre de vous introduire aujourd'hui ce concept de préconditionnement ischémique en radiologie interventionnelle. C'est un protocole de recherche qu'on a commencé à développer à Nîmes là, depuis 2 ans avec l'équipe de chirurgie digestive et notamment le docteur Martin Bertrand. C'est parti d'une idée, c'est l'idée de séparer le stress chirurgical du stress ischémique. Je m'explique, en chirurgie rectale et notamment pour les prises en charge de tumeurs rectales, au moment opératoire, le chirurgien, avant de sectionner l'intestin et de retirer la pièce malade avec la tumeur, il coupe l'artère mésentérique inférieure et il compte sur le développement de la collatéralité et notamment de l'arcade bordante qui communique avec l'artère mésentérique supérieure et il compte justement sur le développement de cette collatéralité pour assurer la vascularisation du moignon chirurgical et donc il va descendre le côlon gauche et réaliser son anastomose. En discutant avec les chirurgiens, en fait, je voulais avoir leur ressenti sur le fait de couper cette artère mésentérique inférieure et tout le monde me disait un peu que c'était assez simple, assez anodin, qu'on pouvait facilement couper cette artère
sans problème, ça ne posait pas de problème parce que justement, il y avait cette arcade bordante et cette collatéralité. Et de la même manière, j'en ai discuté aussi avec les chirurgiens vasculaires qui, lorsqu'ils mettent leur prothèse aortique dans le traitement des anévrismes abdominaux, ne faisaient pas trop attention à cette artère mésentérique inférieure et pouvaient l'exclure facilement. Le problème, c'est que quand on regarde bien la littérature, la chirurgie rectale, ça se complique quand même dans 16% des cas de fistule. Et on sait que l'une des causes principales de cette fistule, c'est la fistule ischémique. Et ça m'a fait assez raisonner sur un type de chirurgie assez semblable, c'est les chirurgies de l'œsophage. Parce que quand j'étais interne et assistant au CHU de Grenoble, on avait travaillé sur un préconditionnement ischémique de la tumeur pareil œsophagienne avec un traitement qui consiste à retirer l'œsophage et à remonter l'estomac justement dans la cavité thoracique pour remplacer l'œsophage. Et dans ce cadre-là, on avait développé un préconditionnement ischémique un peu sur le même principe en embolisant les artères qui allaient être sectionnées au moment de la chirurgie 3 semaines avant, en laissant une seule artère, c'est l'artère qui allait être laissée en place par le chirurgien, et notamment dans cette chirurgie-là, l'artère gastro-épiploïque. Et le fait de les emboliser 3 semaines avant, ça laissait au corps 3 semaines pour développer sa collatéralité. Et c'est là qu'on voit l'idée de séparer le stress ischémique du stress chirurgical, parce que le corps est soumis à un stress ischémique, il n'a pas le stress inflammatoire de cicatrisation de la chirurgie, et donc c'est plus facile pour lui de développer sa collatéralité. Donc dans cette logique, on a décidé d'appliquer cette théorie au cancer rectal, et dans notre protocole, on embolise nos patients 3 semaines avant la chirurgie en faisant une embolisation par voie endovasculaire de l'artère mésentérique inférieure. On le fait de manière tronculaire, ça nous prend 10 minutes. On le contrôle par l'artère mésentérique supérieure et on voit que très vite, on développe une collatéralité avec une reperméabilisation du réseau, notamment sigmoïdien et rectal, via l'arcade bordante. Et le patient est opéré 3 semaines après. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on a contrôlé au bloc opératoire ces patients, en faisant des Doppler péropératoires, on se rend compte que sur les patients chez qui on a fait l'occlusion 3 semaines avant, et on n'a pas de chute de perfusion au niveau du côlon lorsqu'on ligature entre guillemets une artère qu'on a déjà embolisée. Et par contre, dans le bras contrôle, le bras qu'on n'embolise pas, lorsqu'on sectionne l'artère mésentérique inférieure au moment de la chirurgie, la perfusion chute de moitié et de manière prolongée, parce que même à 10 minutes, elle est toujours chutée de moitié. Donc vraiment, tout va dans le sens de dire qu'il faut vraiment séparer ce stress ischémique pour permettre à la collatéralité de se développer. Et ce n'est pas seulement au moment de la chirurgie, en fait, ça ne laisse pas assez de temps au corps qui doit à la fois affronter ce stress chirurgical et ses nécessités de cicatrisation, et qui, en fait, parfois, dans environ 16% des cas, n'arrive pas bien à faire sa collatéralité. Voilà un exemple de plus qui démontre que la radiologie interventionnelle est en plein développement. Merci. Ce JT vous a été proposé par La Médicale.